Notre objectif aujourd'hui, c'est de saisir le continuum de la violence qui mène vers les féminicides. La première chose qu'on veut faire avec vous, c'est de vous relater des récits réels et documentés qui représentent un échantillonnage de type de féminicide perpétré au Canada. Alors, je vais demander à Jean-François, puis c'est vraiment, il faut vraiment écouter, donc ça va être un récit. Donc, Jean-François va vous relater trois récits qui représentent les types de féminicides possibles. C'est bien ça. Alors, c'est ça, c'était documenté, c'est des vrais cas qui sont arrivés entre 2018 et 2022. C'est un peu difficile, je vais vous avouer, pour un dimanche matin, là, mais on n'a pas le choix, mais ça va vous donner une idée un peu de la gradation qui peut exister de la violence qui va amener vers le féminicide. Alors, j'y vais. Le premier cas. C'est un couple qui a eu des relations sporadiques au fil des 7 dernières années. Donc, ça s'est échelonné sur 7 ans. Leur relation, ils étaient ensemble, n'étaient plus ensemble. Bon, ça a joué pendant 7 ans. La victime avait eu un enfant d'un mariage précédent. Pendant leur relation, l'agresseur avait déjà commis des actes de violence et d'harcèlement. Et il avait tendance à consulter souvent le téléphone de sa victime. Les années avant son meurtre, la victime va réussir à avoir une certaine autonomie et à entretenir d'autres relations amoureuses. L'agresseur est devenu jaloux et furieux et accuse sa victime de lui manquer de respect. 9 jours avant sa mort, la victime a mis fin à la relation avec son agresseur et va commencer à fréquenter un autre homme. Le soir du féminicide, l'agresseur est venu chercher la victime et pendant son transport en voiture, elle a reçu des SMS, des textos, d'un autre homme. Cela a mis l'agresseur hors de lui et il va décider de poignarder sa victime à 47 reprises sur son siège de passager. L'agresseur a ensuite enregistré une vidéo de lui avec sa victime souffrante et lui dit qu'elle a manqué de respect envers lui. Il a laissé sa victime se vider de son sang et agoniser pendant qu'il effectue des opérations bancaires sur son téléphone et effectue même des achats en ligne, toujours dans sa voiture. Des heures plus tard, pendant que sa victime est encore vivante, mais faible, elle n'est pas attachée sur son siège passager. Il décide alors de foncer avec sa voiture sur un lampadaire. La victime va passer à travers le pare-brise et se retrouver dans un fossé à des mètres de la voiture. Elle va succomber à toutes ses blessures et le meurtrier sera condamné à la prison à vie avec aucune libération conditionnelle avant 15 ans. Fait ici, on peut voir non seulement c'est un féminicide, mais nous pouvons aussi constater les antécédents de violence, harcèlement échelonnés dans le temps long et même la violence excessive à la fin. Notez aussi que le manque de respect de cet agresseur va se terminer par le meurtre de son ex-conjointe. Il disait tout le temps, tu me manques de respect. Fait que c'était comme si c'était sa possession. Même s'ils se sont fréquentés 7 ans, ils revenaient, ils se lâchaient. Ils avaient des fréquentations, probablement chacun de leur côté. On ne sait pas pour lui, mais on sait un peu plus pour elle qu'elle a vu d'autres hommes. Alors, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas. 2 jeunes enfants de 6 mois et de 3 ans de sexe féminin ont été tués par le père biologique de l'enfant de 6 mois. Le tueur avait des antécédents de violence à l'égard des femmes, notamment des condamnations pour des infractions commises sur une mère de 2 enfants et d'une autre femme. Il ne respectait pas ses ordonnances de non-contact avec ses victimes. L'année avant les 2 féminicides, la mère fut agressée alors qu'elle était enceinte et il lui a même volé de l'argent. Les mois avant les féminicides, il a frappé à la tête la mère de ses 2 bambins et il a reconnu sa culpabilité à la fois d'agression et de non-respect d'une ordonnance de non-communication. Il a reçu une amende et une période de probation de 12 mois et il lui a été ordonné de ne pas reprendre contact avec la mère. Il a fait un autre tour en prison pour seulement 20 jours pour avoir plaidé coupable pour 3 chefs d'accusation pour non-respect de conditions imposées par le tribunal. La mère avait même été dans un refuge pour femmes avec ses 2 filles pour les protéger de ce délinquant et elle a même déménagé dans un nouvel appartement. Le jour des féminicides, la police fut appelée pour intervenir dans une dispute conjugale et même que la mère fut obligée d'aller à l'hôpital. Les policiers vont retrouver les corps des 2 fillettes dans un débarreur caché sur des piles d'objets ménagers.
Au moment de la rédaction, on ne connaît pas encore la sentence de cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que l'homme a des antécédents et qu'il ne respecte pas ça. Il ne respecte, pas seulement il ne respecte pas sa femme et ses enfants, mais également il ne respecte jamais ses ordonnances imposées par les tribunaux. Et le troisième cas, le corps d'une femme est retrouvé et les preuves suggèrent qu'elle fut victime d'exploitation sexuelle illégale avant sa mort. La GRC fut contactée par la famille de la victime car elle donnait normalement toujours des nouvelles à sa famille. Une semaine après le signalement, le corps fut retrouvé par la police dans un petit ravin boisé. La mère de la victime explique que sa fille avait été forcée d'entrer dans un réseau de traite d'humains en raison de ses problèmes de toxicomanie et de son licenciement. Sa mère avait essayé de la sortir de là, mais en vain. Un des amis de la victime décrit qu'elle craignait pour sa vie et elle fut obligée de suivre un homme. Il ne savait pas dans ce temps-là c'était qui, mais elle savait qu'il fallait qu'elle suive absolument un homme. Au terme d'une enquête de 18 mois de la police, l'ancien petit ami de la victime fut inculpé d'homicide involontaire. Fait que nous sommes en présence de quoi là-dedans? D'exploitation sexuelle, de menaces, de violence et d'abandon de son corps dans un espace public. Fait qu'il y a présence de réseaux organisés pour exploiter les gens, principalement les femmes. Alors, c'est trois petits cas pas faciles et c'est juste trois parmi plusieurs que j'ai lus. Et il y en a tellement d'autres. Alors, ça va juste vous donner un peu une idée. Je te retourne, Pauline, avant que je continue à m'étouffer. Parfait, merci Jean-François. Donc, introduction à ce que c'est l'OTM. Donc, l'Organisation Tendre la main, ça a été créé en 1997. C'est une opération annuelle qui vise à dénoncer les différentes formes de violence envers les femmes et les filles, des violences quotidiennes, sournoises et combien destructives. Donc, alors on parlait de l'OTM. Effectivement, ça a été créé en 1997. La campagne de sensibilisation est toujours aux mêmes dates et c'est couvert par de nombreux organismes, soit des organismes féministes ou des organismes de centre de femmes, etc., entre le 25 novembre et le 6 décembre. Donc, comme on l'a déjà mentionné, on veut consacrer ce café rencontre au sujet des féminicides. Les trois cas que vous venez d'entendre sont des cas très réels. Je ne sais pas si vous le voyez peut-être pas avec l'écran, mais on porte notre ruban blanc en V inversé, là, qui est notre appui contre la violence. Donc, maintenant, on va parler des cycles de violence. Alors, le cycle de violence, il est différent entre si on est victime ou si on est agresseur. Donc, on ne vit pas la même chose, évidemment. Donc, un cycle de violence commence toujours par des éléments de tension. Donc, il y a une tension entre la victime et son agresseur. La victime vit de l'inquiétude, de l'anxiété. L'agresseur émet des menaces, il peut émettre des violences psychologiques, sociales, économiques, ou faire de l'intimidation. Donc, ça, c'est la première étape là, du cycle de violence. La deuxième étape, c'est l'élément de crise. Donc, notre victime, bien évidemment, quand elle est dans un état de crise, son état de santé psychologique ou mental peut se détériorer, elle peut subir de l'humiliation. Donc, évidemment, la confiance en soi-même peut être diminuée. Au niveau de l'agresseur, ben, quand on est dans l'état de crise, ce qu'on veut, c'est faire une prise de contrôle. Donc, on émet toutes sortes d'actes. Ça peut être des coups, ça peut être direct, indirect. Donc, on peut faire des vols ou quoi que ce soit. Ensuite, la troisième étape sont au niveau de la justification. Donc, quand c'est la victime, évidemment, on est dans un état d'incompréhension et des fois, on se blâme soi-même. Hein? On va penser que c'est de notre faute si ça nous arrive. Au niveau de l'agresseur, eh bien, l'agresseur, lui, va accuser la victime parce qu'effectivement, pour l'agresseur, c'est de sa faute s'il agit de cette manière. Il va essayer de justifier ses violences et il va évidemment s'excuser pour arriver à mieux manipuler. Donc ensuite, on tombe dans un élément de réconciliation lune de miel. Donc, au niveau de la victime, évidemment, un coup que l'agresseur s'est excusé, va donner une chance. Hein, ne va pas vouloir croire que c'est une situation qui va durer. Donc, évidemment, parce que
de là, on parle toujours d'une situation où il y a de l'amour. Ça peut être une situation amoureuse conjointe, ça peut être parce que c'est notre enfant, parce qu'on l'aime, évidemment, ou notre parent. Donc, on veut accorder une chance. Du point de vue de l'agresseur, eh bien évidemment, il va avoir une promesse de ne pas recommencer, il va tout faire pour être pardonné. Donc, ça, c'est comme un cycle. Mais maintenant, dans la situation d'un féminicide, c'est un cycle qui se termine à un moment donné. Parce que ce cycle-là, dans une situation de violence, il peut recommencer. On appelle ça comme un cercle vicieux, ça donne bien, c'est présenté sous forme d'un cercle. Donc, on recommence le cycle. Mais dans le cas d'un féminicide, ce cycle-là se termine à un moment. Donc, c'est bien malheureux. Je pense que ça, c'est suffisamment clair. Donc, on peut passer à la prochaine présentation qui est ici plus du point de vue du féminicide. Donc, c'est quoi un féminicide? C'est le meurtre d'une ou plusieurs femmes par un ou plusieurs hommes parce qu'elles sont des femmes. OK? Donc, le terme féminicide a été créé en 1976 par la sociologue sud-africaine Diana E.H. Russell. Selon les Nations Unies, le nombre de femmes et de filles assassinées dans le monde a atteint en 2022 son plus haut niveau depuis 20 ans, alors que 89 000 femmes et filles ont été délibérément tuées. Donc, c'est l'équivalent de la population de Repentigny. Si on regarde la première colonne ici, donc, on va parler un peu des causes. Hein? Donc, on parle de violence extrême, le processus de violence, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure dans le cercle de violence. Donc, il faut se concentrer sur des causes, puis on va en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Ensuite, au niveau de la deuxième colonne, on parle des formes de violence à ce moment-là. Donc, les phénomènes sociaux qui nous entourent exercent une violence une violence certaine, on va dire, sur des individus et les structures institutionnelles qui forment la société. On peut parler, si on veut parler d'un équivalent social, on peut parler aussi de l'inceste. Donc, même si l'inceste, au fur des années, est devenu plus connu, c'est devenu illégal, dans l'histoire, il était en quelque sorte légitimé. Puis éventuellement, dans des sociétés comme la nôtre au Québec, il y a eu des lois qui font en sorte que les personnes qui le commettent peuvent être incarcérées ou judiciarisées. Donc, c'est un petit peu la même chose du point de vue du féminicide. Par contre, la différence, c'est qu'un féminicide, c'est une situation finale. Donc, il y a quand même décès de quelqu'un. Si on regarde la troisième colonne, il y a l'interaction de certains facteurs qui peuvent aggraver ou diminuer les agressions envers les femmes. Donc là, ici, on parle de facteurs individuels, relationnels, communautaires et sociétaux. On va en couvrir un petit peu plus tard dans la présentation. On va couvrir ça de façon un petit peu plus détaillée. Quels sont ces facteurs d'influence qui peuvent être internes ou externes, qui façonnent la personnalité. Qui façonne la façon d'entretenir les relations entre les humains, donc avec les personnes que nous côtoyons. Donc, qu'est-ce qui fait que la violence peut dégénérer encore plus, soit au meurtre d'une femme ou d'une fille? Eh bien, on va essayer d'explorer ces éléments-là dans les prochaines présentations. Donc, tantôt, on parlait je veux dire, des sphères de la vie qui influencent notre personnalité, nos interactions en société. Donc, si on regarde ici, il y a différentes sphères. Hein? Donc, la sphère de vie quotidienne, la sphère familiale, la sphère sociale, la sphère de notre éducation. Ce sont les différentes sphères de la vie. Et tantôt, on mentionnait qu'on a dans ces sphères-là l'individu, les relations, la communauté et la société. Donc, ça forme un. Donc, quand on parle de l'individu va être influencé par plusieurs éléments, comme sa santé physique, sa santé mentale, ses expériences de vie. Qu'on peut voir ici, justement, parce que les expériences de vie, c'est les différentes sphères qui sont ici à droite. Les relations, ensuite, sont nombreuses et ça commence évidemment par la famille et les amis.
comment l'enfant va être socialisé par ses interactions avec ses parents, qui viennent d'une famille fonctionnelle ou pas. Le choix de ses amis, donc ça va jouer un rôle important dans ses rapports relationnels. Et évidemment, il y a aussi les relations professionnelles et sociales. Quand on parle de la communauté, eh bien, c'est la socialisation. Hein? La socialisation va se faire au cours de la jeunesse et ça va exercer une influence importante sur la construction du rapport personnel, de notre rapport personnel envers les gens que l'on côtoie et envers le reste du monde. Donc, le reste du monde, ben, on peut aussi parler de notre ouverture, envers les gens d'autres nationalités, les gens de la communauté LGBTQ, etc. Il y a la société aussi qui est un gros influenceur en fonction de la construction d'une vision du monde en rapport avec la construction culturelle, donc notre connaissance de l'histoire générale, des institutions politiques et économiques. Par exemple, comment on se perçoit si nous sommes nés comme un individu blanc et constructeur du pays dans lequel nous vivons par rapport à un individu provenant, mettons, d'une réserve indienne qui est un peu catégorisé comme étant inférieur dans la construction de ce même pays. Alors, on sait très bien que c'est faux, mais ça peut être une perception. Il ne faut jamais oublier que l'histoire est écrite par les gagnants dans l'histoire, jamais sous l'angle de ceux qui perdent. Donc, ça crée des billets, évidemment. Ensuite, on va parler des facteurs au niveau individuel. Donc, c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Il y a différents facteurs. Donc, ici, vous pouvez voir que les facteurs au niveau individuel, c'est l'histoire personnelle, les facteurs biologiques. Donc, évidemment, il y a les violences familiales, les abus sexuels que l'agresseur a pu subir. Il y a la consommation et abus de substances psychotropes. Et ça, évidemment, on le voit au niveau de l'agresseur, mais on peut tout aussi bien le voir au niveau de la victime, là, évidemment. Là. Aujourd'hui, on regarde plus du point de vue de l'agresseur, mais on peut retourner la chose là, selon notre objectif de présentation. Donc, les facteurs individuels, ce sont ceux qui affectent non seulement les victimes, mais aussi les agresseurs. Mieux saisir les facteurs individuels va nous permettre de cibler les causes qui influencent la personnalité de ces agresseurs. Donc, imaginons que l'agresseur fut victime d'abus sexuels plus jeune ou encore de violences familiales. Comment ça va perturber sa relation avec sa conjointe, celle de son conjoint, ou encore avec ses enfants? Évidemment, s'il y a consommation, et surtout s'il y a abus dans la consommation de substances psychotropes diverses, ça peut être de la drogue, des médicaments, ou même de l'alcool, ceux-ci peut aussi altérer le jugement de l'agresseur et celle des personnes de son entourage. Parce que les personnes de son entourage peuvent, selon ce qu'ils comprennent de sa situation, peuvent le prendre en pitié ou même développer une certaine forme de déculpabilisation de l'agresseur. Sans vous oublier que la consommation peut aussi augmenter la propension à la violence. Donc, ces substances, ils peuvent occasionner occasionner des fréquentations qui sont peu fiables ou toxiques. Donc, des fois, on va s'associer à des personnes, surtout quand il y a la consommation de substances psychotropes. Donc, à ce moment-là, ça se peut qu'on s'associe à des gens qui sont peu recommandables. Et ça peut amener à des problèmes de comportement qui sont évidemment punissables par les autorités judiciaires pour l'agresseur ou augmenter les risques de violence pour les personnes de l'entourage de l'agresseur. Parce qu'on a vu parfois des situations où, supposons, il y a consommation de drogue, mais que la personne se trouve à s'endetter pour pouvoir obtenir la drogue en question et ne paie pas ses dettes, ben, des fois, il peut y avoir des agressions faites envers la famille de cet agresseur-là ou des gens autour de cet agresseur-là qui ont de l'argent. Donc, c'est des choses qui arrivent. Il peut aussi s'agir de troubles cognitifs, là, évidemment,
La personne peut avoir des problèmes de démence, de délirium, peut être dans des conditions comme être sociopathe ou schizophrène. Donc, ces troubles cognitifs-là causent des problèmes de comportement qui peuvent être légers ou lourds et parfois même les mener à des comportements violents. Donc, c'est sûr que de là vient l'importance d'avoir des solutions au niveau de l'aide qui est offerte à ces agresseurs-là pour combattre les problèmes de consommation ou encore les problèmes psychologiques. Parce qu'on sait que dans le cas de jeunes, mettons, qui vont consommer des drogues comme du pot ou des choses comme ça, il y a quand même certaines études, j'ai pas de statistiques ici, là, mais certaines études qui démontrent que ça peut amener à développer des problèmes de maladie mentale. Donc, il faut essayer de contrevenir à ça autant que possible, au moins les éduquer. Il faut beaucoup de ressources pour aider les personnes à régler leurs problèmes lorsque ces problèmes-là sont situés au niveau ici individuel. Ensuite, si nous passons aux facteurs relationnels, donc ici, on parle de la famille, des amis, des partenaires intimes et des pairs. Donc, on peut avoir des problématiques causées par le fait qu'on avait une famille dysfonctionnelle. Il y a des fréquentations, des fois, qui peuvent être toxiques ou des relations tumultueuses. Donc, dans les facteurs relationnels, ils vont avoir une grande importance pour influer de manière positive ou négative une personne. Si depuis sa jeunesse, cette personne est entourée d'individus qui ont des relations tumultueuses. Exemple, ça peut être des parents qui sont dans une relation qui est pas très, très stable, ben cela, ça peut se refléter sur la personnalité de l'adolescent ou de l'enfant qui est un peu comme en construction. Donc, on est dans une phase de construction de la personne qui, à ce moment-là, peut essayer de répliquer des comportements qu'il a vus. Donc, ça peut faire en sorte que l'agresseur se retrouve dans une situation où sa personnalité peut se développer avec des patterns qui sont peut-être pas très sains. Une famille dysfonctionnelle, c'est un système familial dans lequel peut exister des conflits, mauvaise conduite, des négligences ou des abus de la part des parents qui se produisent continuellement ou régulièrement. Souvent, les enfants grandissent dans des familles en pensant que ces comportements-là sont normaux. En ce qui concerne les amis ou encore les pères pour les ados, ça peut avoir une bonne ou une mauvaise influence. Ça dépend des fréquentations. Ça peut aussi être la même chose pour des jeunes adultes qui sont encore influençables dans leur socialisation relationnelle. Le fait d'avoir un ou des partenaires toxiques pourrait avoir, à plus long terme, pourrait occasionner la création de mauvaises habitudes ou de mauvaises influences. La violence peut devenir une solution plausible pour certaines relations intimes, évidemment, parce que des fois, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, si on répète des patterns qu'on connaît, si on a subi même de la violence et qu'on pense que c'est normal, ben, ça se peut qu'on réplique ça dans notre relation intime. Ça peut donc amener vers le continuum de violence qui va progresser dangereusement dans le temps. Ensuite, nous avons les facteurs au niveau communautaire, donc le contexte dans lequel les interactions sociales se produisent. Ça peut être au niveau du milieu scolaire, le milieu de travail, notre voisinage, donc là où on habite, ou la classe socio-économique dont on fait partie. Donc, dans les facteurs communautaires, c'est principalement les interactions sociales que nous pouvons avoir selon notre milieu de vie. C'est plus basé sur les interactions sociales. Donc, un quartier défavorisé va avoir des influences dans nos relations ou dans la construction de notre personne, qui sera différente pour une personne qui sera élevée dans un quartier, mettons, aisé versus un quartier où la classe économique est plus basse. Donc, dans la classe socio-économique de la famille ainsi que celle du voisinage, ça va être des influenceurs importants dans la construction de la personne. Le milieu scolaire ou encore le milieu de travail sont aussi des facteurs
qui sont pas à laisser de côté parce qu'évidemment, on va dire que notre milieu scolaire est souvent lié à notre voisinage. Notre milieu de travail dépend de notre profession et puis de notre niveau de scolarité. Donc, souvent, je veux pas qu'on fasse de mauvais liens ici, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais si on vient d'un quartier défavorisé, on peut penser que notre niveau de scolarité pourrait peut-être, dans la moyenne, être moins élevé que dans un milieu aisé. Surtout dans le monde, dans le monde scolaire, pendant les années de la jeunesse, donc on bâtit la fondation de, on va dire, notre futur adulte en devenir. Ce qui est normal, ce qui est normal, en fait, c'est que dépendamment des relations qu'on va avoir, ça va un peu travailler sur notre personnalité. Le milieu scolaire, c'est pas nécessairement juste un endroit pour apprendre des matières, mais aussi c'est un fondement important pour de futurs, on va dire, agissements sur notre capacité à prendre des décisions ou ou sur l'indécision, si je peux dire. Puis ça peut avoir des répercussions profondes sur notre soi, qui soit bonne ou qui soit mauvaise. Ensuite, dans le milieu de travail, ben, évidemment, le milieu de travail va exercer une influence sur notre vie d'adulte. Donc, est-ce qu'on va aimer ce qu'on a choisi comme emploi pour gagner un salaire? Les gens qui nous entourent, est-ce qu'ils ont une influence sur nous, que ce soit positive ou négative? Ça demeure très important pour la construction de la personnalité. Parce qu'évidemment, bien que rendu à l'âge adulte, notre personnalité est déjà assez bien établie, ça n'empêche pas qu'on continue à avoir des expériences de vie qui peuvent avoir un impact. Donc, si on s'imagine qu'on n'aime pas notre emploi ou nos collègues, ben, on se trouve à perdre peut-être un peu nos repères. Donc, l'emploi a évidemment une conséquence dans la vie personnelle de la personne, mais aussi dans la vie de sa famille. Parce que si on n'est pas heureux, évidemment, ben ça peut emmener des comportements de nature. Alors, ensuite, on a des facteurs au niveau sociétal. Donc, ça, c'est les normes culturelles et sociales. Et évidemment, on parle de l'influence de la société. Donc, on a l'influence, comme on voit à droite, le culte du corps parfait. Donc, ça, en fait, on peut considérer que c'est des pressions sociales. Ce sont des pressions sociales soit par la société, soit par soi-même parce qu'on veut rencontrer des normes que la société euh, je ne veux pas nous inculter, je vais le dire, là, mais même si on n'est pas obligé de se laisser influencer de cette façon-là. Ensuite, il y a le culte de l'homme riche qui réussit sa vie avec une jeune femme qui se transforme pour plaire à son homme. Donc, ça, c'est une chose. Et même si c'est une femme, on va dire, vieillissante, parce que pas nécessairement jeune, mais une femme qui prend de l'âge va essayer d'altérer son corps pour continuer à avoir l'air jeune. Donc, ça aussi, c'est des pressions sociales. Ensuite, il y a les institutions politiques, religieuses et économiques. Et bien évidemment, il y a aussi le culte de l'homme fort, puissant, sportif, qui recherche l'approbation des autres et même l'envie de ses pairs. Donc, ce sont des éléments. Les normes culturelles peuvent donc être nocives pour certaines personnes parce que souvent, on veut atteindre certains extrêmes. Si on cherche à focuser sur son apparence pour de multiples raisons, ben, ça peut créer des pressions personnelles et ça peut même nous amener, nous, à créer des pressions sur notre personne. Donc, ça peut amener une vision, on va dire, déformée de ce qu'est la vie. Et surtout, quand on est jeune, on est très axé sur le paraître et peut-être moins sur l'être. Donc, ce que je montre plutôt que ce que je suis. Donc, ça peut amener ce genre de pression-là. Donc, ce qu'on cherche, c'est à avoir à ce moment-là une rétroaction, tout ce que l'on projette sur les gens qui nous connaissent, peu ou pas, ou si on rencontre une personne inconnue, ben, qu'est-ce qu'elle voit de nous? Donc, ça, c'est vraiment lié à l'apparence.
certains peuvent tomber en amour avec un corps, autant une femme qu'un homme, là, en fait, là, peut tomber en amour avec plus avec un corps qu'avec un cœur et les valeurs de la personne. Et ça peut, à ce moment-là, aussi amener des relations qui risquent peu d'être saines. Donc, qu'est-ce qui influence le plus un homme dans ce monde du parrain? Ben, comme on l'indique ici, finalement, l'argent, avoir une belle femme, avoir les moyens d'acheter des bébelles luxueuses. Le monde des gens riches et célèbres peut aussi attirer, évidemment, et amener à s'imaginer qu'une femme est là pour plaire à son homme à tout prix, ou pour le suivre dans tous ses projets. Donc, on dit souvent, il y a une grande femme derrière un plus grand homme. Donc, on peut encore considérer que la femme est considérée est un peu comme un second violon et une femme objet. Et malheureusement, par contre, il y a des femmes, là, on va pas se mettre la tête dans le sable ici, il y a des femmes qui apprécient aussi la vie des gens riches et célèbres, là. Donc, et qui vont faire ce qu'il faut pour pouvoir obtenir ce type de vie-là, mais est-ce que c'est sain? Peut-être pas. La vision de l'homme aussi qui doit être chevaleresque, donc ça peut avoir des effets un peu pervers. Donc on peut le voir. Là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter l'émission de Tout le monde en parle. Je pense que c'était il y a 2 semaines où on a parlé de mouvement masculiniste qui donne un peu l'exclusivité de la force, du pouvoir et aussi peut-être de la violence là, aux hommes, comme si tous les aspects de la vie tournaient autour de ces 3 éléments-là, la force, le pouvoir et la violence. Donc, il faut regarder la mentalité aussi au niveau du point de vue sportif. Là, donc, la mentalité de cacher, mettons, les abus sexuels. Donc, c'est quand même, encore une fois, un monde, le monde du sport. Puis, autant on parle souvent des coachs, on parle des joueurs, on parle du hockey principalement, joueurs professionnels, mais on va dire, mettons, des sportifs qui font des gros cachets. Donc, c'est un monde qui se veut un peu à l'abri des règles, là, du savoir-vivre et des lois criminelles au nom de la popularité et de la célébrité. Donc, c'est un monde encore qui est un monde d'hommes et un monde, on va dire, dans lequel les gens ont de l'argent et ont une certaine un petit peu à l'abri, on va dire, de. Puis j'ose même pas prononcer un nom comme Trump ici, là, qui est même pas au niveau du sport, mais qui est au niveau de la politique ou du monde des affaires. Là. Donc, c'est quand même, je pense, j'ai pas besoin d'aller plus loin là, dans la mention. Je pense qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on est dans un monde globalisé, des institutions politiques, religieuses et surtout économiques. Ça ouvre des opportunités pour conquérir le domaine des affaires. C'est encore un monde qui est un peu la panacée des hommes riches, puissants et célèbres, là, comme je venais de le mentionner. Et puis aussi, ben, dans combien de films américains mettent en scène des hommes musclés qui peuvent tout faire, qui inspirent à la gente féminine. C'est un peu la propagande de l'histoire moderne en action pour influer les mentalités. Puis, dans lisant le texte, ça me fait penser un petit peu à James Bond. Donc, l'agent 007, qui séduit toutes les femmes. Donc, on sait que c'est pas nécessairement la réalité. C'est très déformé dans les films. James, oh James. Donc, maintenant, si on parle un petit peu de la situation de la pandémie qu'on a vécue en 2020-2021. Donc, évidemment, pendant la pandémie, il y a eu la constatation de l'augmentation des violences conjugales et familiales, ainsi que du nombre de meurtres. Là, évidemment, on était dans une situation d'isolement et donc, c'était, on va dire, plus propice parce qu'il y avait des situations où les gens devaient demeurer chez eux, il n'y avait pas d'échappatoire.
Donc, au niveau des causes, effectivement, l'isolement, le confinement, l'anxiété, qui ont été des prétextes là, pour amplifier des situations de contrôle coercitif. Ensuite, au niveau des experts, les experts avaient prédit l'augmentation de cette violence-là et du nombre de meurtres. Ensuite, au niveau du contexte, eh bien, c'est la situation même pas au niveau de pandémie, là, mais la majorité des féminicides se font en contexte de rupture, soit pendant la rupture, après la rupture. Donc, c'est à ce moment-là que la majorité des féminicides arrivent, évidemment, donc dans une situation principalement liée à la rupture du couple. Et 27 des féminicides impliquant des accusés masculins au Canada, je m'excuse, je l'ai dit mal, là. Donc, c'est ça. Donc, les féminicides impliquant les accusés masculins au Canada ont augmenté de 27 en 2022 par rapport à 2019. Donc là, on est après pandémie, évidemment. Alors, on voit qu'il y a eu une augmentation. On va maintenant passer à une documentation de faits. Et je vais passer la parole à Jean-François qui a ramassé ces informations-là. Alors, Jean-François, tu vas juste me dire à quel moment changer la présentation. Pas de problème, mais tu devrais pouvoir suivre. Alors là, on va tomber dans les faits. C'est des données que j'ai été chercher très importantes d'un organisme là, qui fait justement des données, qui va recueillir les données. Alors, on peut voir ici que le rapport date de 2018 à 2022. On peut voir le lien ici, c'est un féminicide, là, pas arrobas, mais hashtag. Et il y a 850 femmes et filles qui ont été tuées violemment au Canada pendant ces années-là. Lorsque le principal ou le seul accusé était identifié, donc 715 cas, 88 étaient des hommes. Alors, est-ce que c'est juste des hommes qui le font la violence? C'est non. La réponse est non. Mais la majorité, par contre, ce sont des hommes. Sur les 3803 meurtres qu'il y a eu entre 2018 et 2022, bon, c'est ça, il y a eu 715 féminicides, ça représente 19 des meurtres. Cependant, les données au Canada ne sont pas assez claires pour bien identifier si, dans certains cas, il y aurait un cas de féminicide. Il manque des données fiables selon l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation. Donc, c'est ça ce qui est important à retenir aussi, c'est non seulement le nombre, mais c'est aussi qu'il manque beaucoup de données. Donc, est-ce qu'il pourrait y en avoir plus de féminicides de ce qu'on en dénombre? Fort probablement. Alors, c'est ce qui est déploré par cet observatoire-là qui demande au Canada d'avoir de meilleures données là-dessus. On va y revenir un petit peu plus tard. Allons-y un peu plus tard, plus loin. Je vais juste tasser. Bon, merci. Entre 2018 et 2022, dans 715 féminicides, il y a eu 840 accusés. 32 des féminicides sont des femmes racisées, alors qu'elles représentent juste 4,5 de la population canadienne. Alors, on peut voir qu'il y a un nombre important de féminicides de ce côté. Une donnée intéressante, si vous regardez le tableau du milieu, j'ai mis en note justement 68 des femmes tuées ont entre 18 et 54 ans, alors qu'elles représentent juste 48 des femmes au Canada. Donc, il y a une surreprésentation là entre 18 et 54 ans. L'âge moyen des victimes est de 42 ans. L'âge moyen qui est des hommes qui commettent un féminicide est de 38 ans. On peut dire aussi que l'âge des accusés masculins en 2018 et 2022 se répartissent entre 13 et 94 ans. Donc, il y a aussi des jeunes hommes qui ont malheureusement tué fort probablement une sœur ou une fille. On n'a pas nécessairement tous les cas, là, mais une fille, pas une fille, mais pardon, une mère, ça peut être. En tout cas, il a tué il a fait un féminicide. Lynn, tu peux changer. Les provinces et les territoires ayant le plus haut taux de féminicide par 100 000 habitants, c'est l'Alberta, Manitoba, Nunavut, Saskatchewan et Yukon. Pour placer un peu le Québec, si vous regardez à la flèche, Québec, il y a eu, ça c'est en 2022,
il y a eu 19 cas de féminicide, ce qui représente 13% de toutes les victimes au Canada, alors que nous représentons 22% de la population. Donc, on est plus bas. C'est pas quelque chose de se réjouir, mais c'est quand même mieux. On disons qu'on est un peu mieux réparti et on est un peu moins, en tout cas, c'est moins grave que dans certaines autres régions au Canada. Et il y a un point important, ça que j'ai noté, c'est 42% des féminicides sont effectués en zone rurale ou des villes de 50 000 habitants et moins, alors que la proportion de femmes qui y vivent est de seulement 18%. Alors, l'isolement territorial fait que ça arrive beaucoup plus fréquent. Moi, sur le coup, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'étais sûr que c'était dans les grandes villes, les grandes métropoles qu'on voyait ça. Eh bien, non. C'est en campagne ou dans les plus petites villes, soit de banlieue, dans lesquelles les féminicides arrivent plus régulièrement. Tu peux changer, Lynn. En 2018, là, on peut voir ici l'évolution par rapport aux régions. En 2018, 40% des féminicides sont venus en zone rurale ou petite ville. En 2019, ça a monté à 42. En 2020, quand il y a eu la pandémie, c'est monté à 54%. Alors, il y a eu une grosse augmentation. En 2021, c'est redescendu à 46 et 2022, 42%. Alors, on peut voir que la pandémie a fait très mal aux gens, aux femmes, surtout qui sont dans les régions isolées. Et pourtant, ils vivent en campagne. Les gens de la ville voulaient tellement sortir de chez eux parce qu'ils sont pris sur un balcon, ils n'ont pas tant d'espace, ou en tout cas, il y en a plusieurs qui disaient ça. Mais on dirait que ce n'est pas nécessairement le cas. Ça n'a pas rapport avec la grandeur de la nature du terrain ou quoi que ce soit. C'est par rapport à l'isolement, ce qu'on peut remarquer. Lynn, tu peux changer. Ici, en 2022, ça, c'est des petites données que j'ai trouvées un peu spéciales. J'essaie de comprendre le pourquoi. Mais pourquoi qu'en 2022, le mois où il y a eu le plus de féminicides, c'est au mois de septembre? C'est quoi, la rentrée scolaire? C'est le... Là, peut-être le mari se retrouve seul un peu plus avec la mère, avec la... Dans ce cas-ci, il peut y avoir des féminicides, ou c'est la mère qui subit de féminicide au mois de septembre. Je ne sais pas, je ne comprends pas la raison, mais il y a quelque chose d'aller peut-être chercher comme information. Il y a aussi, c'est la journée la plus dangereuse, c'est le dimanche. Il y en a eu 30, c'est 20% de tous les féminicides qu'il y a eu en 2022. Alors, pourquoi le dimanche? Les maris ne veulent pas aller travailler le lendemain, je ne sais pas. C'est un peu spécial, j'ai trouvé ça un peu spécial, mais je dis OK, on a ces données parce qu'il commence à en avoir enfin certaines données. Lynn, tu peux changer? Pour ce qui est des armes, des moyens de faire les féminicides, on peut constater que les armes blanches sont en progression comme moyen de perpétrer un féminicide. Les armes blanches, vous regardez dans le tableau, c'est la bande rouge en bas. On voit facilement la progression entre 2018 et 2022, assez impressionnante. Pour ce qui est des armes à feu, c'est une certaine stabilité. Il y a eu une augmentation en 2020, là, justement l'année de la pandémie, mais ça tourne en moyenne à 31% par année pour ce qui est quand l'utilisation d'une arme à feu. 17% des femmes furent battues à mort. 6% furent étranglées. 13% par une autre méthode comme l'empoisonnement, l'incendie criminel, la noyade, la bousculade, l'attaque par voiture, ça veut dire qu'il peut foncer avec sa voiture, ou dans le cas qu'on a vu justement, pendant que sa femme agonisait, il a pris sa voiture puis il est rentré dans un lampadaire, là. Le syndrome du bébé secoué, parce qu'il y en a des pères vont tuer, sont plus capables, vont tuer leur petite fille. Est-ce que ça pourrait se faire pour un garçon? Oui, là. Mais dans ce cas-ci, ça peut être suivi simplement parce que c'est une jeune fille. Bon, il y a aussi d'autres maltraitances aux enfants. Pour ce qui est des féminicides, cette année, 2024, nous sommes déjà rendus officiellement, là, j'ai les chiffres du 31 octobre. Pour ce qui est du mois de novembre, on va les avoir bientôt. Mais nous sommes rendus quand même déjà à 23 féminicides juste au Québec, ce qui fait une moyenne de 2,3 par mois. Et un fait important que je vais vous faire remarquer, c'est que c'est la majorité, c'est 9 d'entre elles, ils ont été tués par des partenaires intimes. 2, c'est par des ex-partenaires intimes. Et 4, par des membres de la famille. Alors, c'est plus que la moitié, quand on peut dire, c'est par des hommes très proches de la victime. Alors, c'est pas le pur étranger qu'on ne connaît pas du coin de la rue. C'est souvent
des gens très près des femmes. Lynn, tu peux changer, s'il te plaît? Excusez. On va parler justement des féminicides intimes. Intimes, on parle justement des conjoints dans ce cas-ci. Alors, 57% des féminicides ont été imputables à des relations très proches de la victime. Et 73% des féminicides intimes sont perpétrés par des hommes. Alors, quand c'est vraiment juste intime, on a refait la calcul et c'est 73%. Donc, il y a aussi des femmes qui peuvent tuer, mais en majorité, ce sont les hommes. Les accusés de féminicide intime, donc les conjoints, ils ont 45 ans en moyenne. Et les victimes avaient entre 19 et 90 ans, avec un moyenne d'âge de 43 ans. Alors, je vais juste donner quelques autres statistiques là-dessus. 6 victimes de féminicide intime étaient enceintes entre 2018 et 2022. 28 enfants furent tués en même temps que leur mère et 13 enfants furent blessés non mortellement. 6% des enfants ont été témoins de ces meurtres. Alors, ça aussi, c'est des données quand même alarmantes. 86% des femmes victimes avaient au moins un enfant, alors ils étaient mères. Au total, 868 enfants entre 2018 et 2022 ont perdu leur mère. C'est énorme. 33% des victimes de féminicide intime étaient mariées, 22% en union de fait et 13% furent tués par un partenaire qu'elles fréquentaient. Donc, c'était juste une fréquentation. C'était pas quelque chose de stable, mais quand même. Alors, on peut voir, c'est toujours assez proche comme type de meurtre de féminicide. Lynn, tu peux passer? Les féminicides familiales. Entre 2018 et 2022, il y a eu 103 affaires qui impliquaient 126 victimes. Fait qu'on peut voir que des fois, il y a plus qu'une victime. Et 105 hommes furent accusés de féminicide familial. 51% des féminicides familiaux étaient des mères de ces accusés. 22% des victimes étaient les filles des accusés, donc c'est le père qui tuait. Et 15% étaient d'autres parents de l'accusé. Les accusés de féminicides familiaux sont un peu plus jeunes. On peut voir que la moyenne est à 33 ans. Et les victimes il y avait entre moins d'un an, donc comme dans le cas j'avais nommé au début, il y en avait un la petite fille avait 6 mois, et 95 ans. Fait qu'on peut donner un âge moyen de 44 ans. Laissez-moi vous trouver aussi quelques autres données. 8% des victimes tuées par un homme étaient des sœurs, donc ils ont tué leur propre sœur. Chez les filles de 17 ans et moins, c'est le père ou le beau-père qui est le tueur, dans 74% des cas. Les victimes de 18 à 24 ans, toujours en 2018-2022, furent tuées par leur frère à 50% du temps et leur père à 33% du temps. Alors là, le frère devient un élément de dangerosité en vieillissant un peu, en tombant à la majorité. Les femmes de 35 à 44 ans sont tuées par leur fils dans 88% des cas, suivies par leur frère à 9% du temps. Et les femmes âgées de plus de 65 ans sont tuées à 63% du temps par leur fils. On va brièvement parler un peu des femmes autochtones, ce qui n'est pas toujours donné. Là, ici, il nous manque beaucoup d'informations sur la race et l'ethnicité des victimes au Canada. Il nous manque des données pour la moitié des victimes entre 2018 et 2022. Mais quand nous connaissons dans des bases de données l'ethnie ou la race, alors les données sur les victimes de féminicide parmi les femmes autochtones sont de l'ordre de 36%. Ce que Statistique Canada nous dit, c'est que les femmes racisées ou ethnicisées ont 5 fois plus de chances d'être victimes de féminicide. Alors, 23% des femmes ou des filles tuées en 2020 étaient autochtones. En 2022, c'est autour de 19%, alors qu'au Canada, ils représentent que seulement 5% de la population. Alors, c'est assez alarmant du côté des Autochtones, mais probablement que ça peut être encore plus important. Il nous manque beaucoup, beaucoup de données là-dedans. Lynn, la prochaine. Les femmes en situation de handicap. Le taux d'incidents violents perpétrés envers les femmes de 15 ans et plus avec incapacité est 3 fois supérieur aux autres femmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus isolés, sont dépendantes physiquement, émotionnellement ou financièrement. On doit aussi considérer que c'était, dans le fond, c'est une violence qu'on appelle intersectionnelle. Elles subissent des violences à la fois à cause de leur genre, leur femme, quand elles sont femmes, et de leur handicap.
Là aussi, il manque beaucoup de données sur les violences faites aux femmes ayant un handicap, aux jeunes filles. C'est beau, Lynn. Et les victimes membres de LGBTQ2+, qui sont aussi assez invisibles là, dans ce cas-ci, dans les données au niveau mondial, pas juste au Canada, mais aussi au niveau mondial. Mais il faut dire que pas nécessairement un nouveau phénomène, mais c'est un phénomène qu'on en parle de plus en plus. Et là, les données, mais qu'on a de la misère à en faire pour des femmes, imaginez-vous quand on commence à tomber dans la communauté LGBTQ2+, là, 2S+, c'est encore plus difficile. Donc, comme pour les femmes autochtones et racisées, nous pouvons voir la marginalisation de ces femmes par nos institutions et donnant pas leur place dans la société canadienne en fonction de données neutres sur leurs conditions. Je demande moi aussi que ce problème puisse changer le plus vite possible pour mieux comprendre les réalités de ces femmes au Canada. Parfait, merci Jean-François. Alors, maintenant qu'on a parlé, de tout ce qui entoure la violence, de tous les types de féminicides et qui peut être impacté. Donc, il faut se poser la question de savoir, ben, qu'est-ce qu'on a comme ressources, qu'est-ce qui est possible là, de faire pour faire un appel à l'aide. Alors, la Fondation canadienne des femmes a créé l'appel à l'aide, qui est un geste là, de la main que vous voyez ici. Donc, vous voyez appel à l'aide ici. Donc, si une femme fait le geste là, de couvrir son pouce par ses doigts ici, ça veut dire qu'elle vous demande un appel à l'aide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si ce geste-là nous est signifié? Bien, à ce moment-là, si c'est quelqu'un qu'on connaît personnellement, donc on a les coordonnées, ou du moins le numéro de téléphone, ben, c'est peut-être de l'appeler pour voir si c'est réellement un appel à l'aide. Et si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, à ce moment-là, ben, c'est d'appeler le 911 ou du moins d'essayer de faire une action pour venir à l'aide de cette personne. Ça fait à peu près 4 ans que ça a été mis en place. C'est maintenant utilisé dans 45 pays. Il y a comme une documentation qui vient en arrière de ça, là, donc, et ça a été traduit dans 20 langues différentes. Ce qui est fait cocasse aussi, c'est que ça a été utilisé dans des émissions de télévision, comme des séries comme Law and Order puis NCIS Hawaii. Donc, pour essayer, j'imagine, de faire en sorte de promouvoir ce geste-là, que ce soit utilisé dans de plus en plus de pays. Donc, ensuite, pour de l'aide partout au Canada, toujours possible de composer le 211 sur notre téléphone cellulaire. Il y a aussi les organismes là, comme Jeunesse J'écoute, le numéro de téléphone est le 1-800-668-6868. Ou, si on veut, par texto, on peut composer le 686868 pour faire un appel à l'aide. Il y a aussi, évidemment, là, les sites web, là, comme d'autres ressources, là, comme le site web de hébergementfemme.ca. Donc, si on subit de la violence, on peut communiquer avec des ressources d'hébergement. Et évidemment, au Québec, il y a aussi SOS Violence conjugale. Le numéro de téléphone est le 1-800-363-9010. Et ils ont aussi un site web. Et par la suite, ici, j'ai oublié de mentionner, là, pour toujours l'appel à l'aide, on peut texter le mot appel au numéro 540-540 là, pour pouvoir obtenir. Donc, ça, c'est quelques ressources. Ensuite, au niveau de la payance, il y a sur le site, je pense que c'est disponible autant aux membres qu'aux non-membres. Il y a le bulletin des ressources pour les personnes victimes de violences qui est publié par la payance et maintenu. Donc, comme on vous met le lien ici, là, donc apéance-bottin-ressources-violence- par région novembre 2020. Donc, ça a été mis à jour probablement la dernière fois en novembre 2020 et ça identifie les différentes ressources pour chacune des régions. Donc, ça peut être un outil intéressant aussi. Ensuite, donc,
il y a de l'aide pour vos proches, donc il y a des ressources ici, là, il y a toutes sortes de numéros de téléphone, il y a le suicide action, où on peut envoyer autant un texto qu'écrire sur le site web, et voilà pour le nombre de ressources. Donc, si on a des points à retenir aujourd'hui, en fait, c'est que le féminicide, c'est un geste extrême dans le spectre de la violence, qui est un spectre qui est très large. Évidemment, lorsqu'on est rendu au féminicide, eh bien, on est rendu à l'étape ultime où, évidemment, il n'y a pas de réconciliation possible. Il n'y a pas de retour à l'arrière. Le féminicide, ça comporte une panoplie de causes qui font que cette violence extrême prend ses racines dans la violence quotidienne. Les causes du féminicide vont s'enraciner dans les phénomènes sociaux contemporains qui remontent à des traditions historiques. Donc, l'inégalité des genres, patriarcat, le déséquilibre du pouvoir, les visions systémiques, les problèmes de santé mentale, misogynie ou autres. Et évidemment, les phénomènes sociaux s'entremêlent avec des facteurs sur divers niveaux sociologiques, au niveau individuel, les interactions sociales, les institutions communautaires et sans oublier des phénomènes sociaux. Donc, en fait, ce qu'on veut aujourd'hui, on a fait comme un petit tour, un petit peu de la violence, le féminicide. Puis, je pense qu'on pourrait peut-être ouvrir un petit peu la discussion sur qu'est-ce qu'on peut cibler comme cause de la violence ou comment on peut contrer cette violence-là dès la jeunesse. Donc, je vous cède un petit peu la parole, savoir si vous avez des solutions ou si vous avez des pistes là, Ou des questions. ou des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, en fait, on peut peut-être mentionner que l'Observatoire canadien du féminicide. Lynn, oui. on a une question de Nicolas. Ah, vas-y, Nicolas. Allez-y, je vais poser ma question après. Ah, parfait. Donc, les recommandations de l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice sociale et la responsabilisation se basent sur une volonté politique là, pour remettre en question les hiérarchies patriarcales et coloniales qui ont la fâcheuse tendance de laisser les femmes invisibles face aux considérations politiques et à nos institutions, donc les écoles, la santé, le judiciaire. Donc, il faudrait que les meurtres des femmes et des filles puissent devenir, on va dire, importants, puissent augmenter dans l'importance que le gouvernement, envers le gouvernement et les institutions, pour qu'on en obtienne des statistiques. Les statistiques à tous les niveaux, parce que tout à l'heure, Jean-François nous disait que au niveau des personnes autochtones, des femmes autochtones, des femmes handicapées, on avait peu de statistiques, ou même de la communauté LGBTQ. Donc, de mettre de l'importance plus grande à obtenir ces statistiques-là. Donc, il faut être en mesure d'utiliser des statistiques qui vont en ressortir pour faire toutes sortes de recherches importantes pour mieux saisir les enjeux et les défis quand on parle de féminicide. Ça va permettre aussi d'apporter des nuances importantes pour créer des bonnes recommandations pour la prévention des violences extrêmes comme le féminicide. Et pour des problèmes spécifiques, ben, il faut avoir des données pour pouvoir pousser un petit peu la recherche et essayer de trouver des pistes de solutions. Donc ça, c'est un petit peu ce que l'Observatoire canadien mentionne, l'importance d'aller chercher des données. Nicolas, je te cède la parole. Merci. Donc, la question, c'était comment est-ce qu'on peut prévenir la violence, comment est-ce qu'on peut se mettre en action pour éviter que ça arrive, pour adresser ce problème-là. Donc, d'abord, je voulais vous remercier pour la belle présentation. Vous avez vraiment fait un beau tour de table. Et puis, sans apporter quelque chose de nouveau, mais peut-être juste faire une synthèse de ce que vous avez présenté, je pense qu'il faut reconnaître qu'il existe des facteurs de risque qui poussent les personnes à commettre des actes de violence. Il existe aussi des facteurs de risque pour les victimes, qui fait en sorte que des personnes sont plus susceptibles d'être victimes de violences. Donc, on peut agir sur ces facteurs de risque-là pour faire en sorte qu'une personne soit moins susceptible d'être victime ou de commettre un acte violent. Il y a aussi des facteurs de protection qui vont un peu comme combattre les facteurs de risque. Donc, de la même manière qu'un facteur de risque peut pousser quelqu'un à commettre un acte violent envers une femme, un facteur de protection peut prévenir quelqu'un de commettre un acte.
Donc, en agissant sur les facteurs de risque puis les facteurs de protection au niveau individuel, au niveau de la personne comme telle, au niveau relationnel aussi, au niveau de la famille, des relations intimes, des amitiés, donc la sphère sociale immédiate, et puis ensuite au niveau plus large, communautaire. Donc, à tous les niveaux, reconnaître que les facteurs de risque, les facteurs de protection, et puis agir sur ces facteurs-là. Donc, par exemple, on sait que euh, les jeunes, au niveau des jeunes, par exemple, on sait que les jeunes qui n'ont pas d'adultes significatifs dans leur vie, ils n'ont pas un oncle ou une tante qui est près d'eux, à qui ils peuvent se confier, ils peuvent se sentir en sécurité, un peu comme un parent de backup, ben les jeunes qui n'ont pas d'adultes significatifs dans leur vie, ils sont beaucoup plus susceptibles à la fois d'être victimes de violences et aussi de commettre des actes violents. Le fait d'avoir un adulte significatif dans la vie d'un jeune, ou même d'un adulte aussi, là, c'est un grand facteur de protection et donc de aller travailler la cohésion. Quand on connaît quelqu'un dans notre famille, un jeune, ben aller créer des liens. Le simple fait d'avoir un lien social riche est un facteur de protection. Donc, on n'a pas, des fois, on n'a pas besoin d'aller fouiller très, très loin, quelque chose de très spécifique, technique pour prévenir, mais tout simplement d'avoir des relations sociales de qualité, ça constitue un facteur de protection. Ce que j'ajouterais aussi, le dernier petit truc, dans votre présentation, vous l'avez bien présenté comment est-ce qu'il y a la sphère de la victime et puis tous ces paramètres. Il y a la sphère du délinquant ou de l'auteur de la violence aussi avec toutes ces modalités. Puis je rajouterais aussi qu'il y a les témoins, où il y a les gens à l'extérieur, la société. Parce qu'un crime, c'est en criminologie, un crime, c'est ce que la société dit que c'est un crime. Avant, il y a des choses qui n'étaient pas un crime, aujourd'hui elles le sont. De la même manière, avant, il y avait des choses qui étaient un crime, aujourd'hui elles ne le sont plus. Ce qu'on définit comme étant un crime, un geste violent, ben c'est beaucoup la société, c'est tous les gens autour qui définissent qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable. Et eux ont un rôle à jouer. Le crime, c'est pas seulement entre l'auteur du crime et puis la victime, entre eux deux simplement, mais vraiment autour de la société, les gens qui disent non, ça n'a pas d'allure, oui, il faut protéger. Donc tous ces gens-là qui se positionnent ou qui se positionnent pas, les témoins, les gens dans l'entourage qui viennent encourager ou décourager, eux ont un rôle à jouer, donc on peut aussi agir là-dessus. Donc c'était mon petit grain de sel, merci. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'impliquer, même si c'est une situation qui ne nous touche pas directement, qu'elle nous touche indirectement, de ne pas avoir peur de s'impliquer autant auprès de, je comprends bien, c'est autant auprès de la victime, de l'agresseur ou du témoin, et des personnes qui sont impactées, on va dire, indirectement aussi. Donc, de donner le support, de ne pas avoir peur d'offrir un support. Quand on pense au voisinage, par exemple, un voisin, la famille d'à côté, sans sans devenir paranoïaque, ben la famille d'à côté il peut y avoir autant une victime on peut l'aider si jamais elle est victime dans l'urgence, si on a un lien de confiance, elle peut venir chez nous, on peut lui offrir du soutien. La famille d'à côté peut aussi avoir un auteur de violence, donc on peut aussi dialoguer, lui proposer des solutions, aussi un événement à ce moment-là, appeler la police immédiatement, ou aussi tout simplement dans le voisinage, avoir des bonnes relations pour que si jamais il y a des signals, des pistes, il y a quelqu'un qui appelle à l'aide, ben là on puisse réagir. Donc tout simplement être un bon voisin, être un bon oncle, être un bon grand-parent, ben ça fait en sorte qu'on peut intervenir, on peut déceler dans la violence en général, la violence faite aux femmes en particulier. Parfait. Merci Nicolas pour ton intervention. Josiane, je pense que tu avais écrit quelque chose dans le chat. Veux-tu le mentionner? Oui, puis je peux vous lire. Dans notre monde qui est de plus en plus individualiste, chacun chez soi, son moi d'abord et ne plus vouloir se mêler des affaires des autres. Moi, je vous dis que ça, c'est une grosse, ça fait partie aussi de définir que les gens ne veulent pas se mêler même en sachant que la voisine est battue. Moi, j'ai eu un exemple dans un magasin, une jeune femme qui est arrivée un matin, elle avait les yeux bleus, elle avait le bout des bras bleus. Eh bien, ça a été très difficile d'aller chercher de l'information. Moi, je suis une femme, fait que j'ai dit au directeur, faudrait s'en occuper, mais elle ne voulait pas parler. C'est très difficile aussi. Puis en plus de ça, d'origine, elle était d'origine hispanique.
et avec un conjoint très violent et un jeune bébé de 9 mois. Je peux vous dire que c'est des situations qu'on retrouve dans beaucoup de couches de la société et où personne ne veut s'en mêler. C'est Ouais. ça la problématique. Les gens ne veulent Puis, pas s'en mêler. Ils ont peur de la réaction. ouais. Alors que notre rôle en tant qu'individu, c'est de défendre quelqu'un qui est en danger. Absolument. Puis dans un cas comme la situation que tu relates, Josiane, il y a aussi le fait que tu vas faire une intervention auprès d'une victime qui ne veut pas d'aide, qui ne veut pas que tu l'aides, finalement. Tu vas Elle faire veut pas. en sorte que peut-être à un moment donné, tu vas voir une deuxième personne, puis tu ne seras pas porté, parce que tu as vécu une expérience où une personne n'a pas voulu d'aide, d'offrir ton aide une deuxième fois pourrait peut-être, ça pourrait peut-être être réfréné à cause de cette première situation-là qui est. Je pense qu'en tant qu'individu, on se doit de porter secours. Tu Ouais. sais, on se rend compte que même, que ce soit ici, à Paris ou ailleurs, quelqu'un tombe, se fait mal, les gens sont indifférents. On est devenu, vraiment là, c'est devenu très individualiste. On ne veut pas avoir de problème. Et c'est malheureux, c'est peut-être ça aussi qui fait que de plus en plus, c'est correct, les médias l'exposent, puis c'est correct aussi, là. Plus Ouais. on va en parler, peut-être que ça va changer les mentalités. Mais c'est un gros facteur, ça. L'individualisation de notre société. Ouais, en effet. Donc, c'était mon commentaire. Parfait. Et puis, tu sais, on peut se poser la question à savoir, ben nous, au niveau de l'APS, on représente l'APS ici aujourd'hui, puis tu sais, Nicolas, tu représentes un peu les villes, la ville de la Chute, on va dire. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous, en tant qu'organisme? Mettons que si je te pose la question, toi, Nicolas, nous, en tant qu'organisme comme l'APS, on est un organisme féministe. On fait des propositions pour pouvoir avoir des positions qu'on peut débattre au niveau des différents paliers gouvernementaux, entre autres, et sociétaux, jusqu'à on peut le dire, parce que c'est quand même pas juste au niveau des paliers gouvernementaux. Qu'est-ce que tu dirais qu'on pourrait faire, nous, la PAS, pour aider encore plus sur cette situation? Ben, d'emblée, je dirais que des événements comme ceux-ci où on jette la lumière sur un phénomène, dans ce cas-ci la violence, carrément les féminicides, mais d'en parler, de donner l'occasion aux gens de la communauté de nous rejoindre, je pense que c'est déjà un très bon pas. Parce que à la chute, il y en a pas d'autres. Oui, il existe des organismes communautaires, peut-être pour les femmes, mais des organismes ou des associations, des regroupements qui vont organiser un café rencontre, faire une présentation, engager un conférencier pour tout simplement parler de la chose, il n'y en a pas d'autres. Donc déjà, ça, c'est un très bon point. Dans vos présentations, M. Desmarais a présenté les données. Ça, c'est quelque chose de très utile parce que moi, dans mon travail, je travaille avec beaucoup de données, mais vous voyez, dans celles que vous avez présentées, il y en a beaucoup que j'avais pas. Quelques-unes que je connaissais, d'autres qui sont différentes des données que moi j'avais, par exemple sur le nombre de féminicides au Québec, dans la province, depuis le début de l'année. Moi, mon décompte, j'étais à 19-20, et puis vous êtes à un peu plus. Donc là, vous savez, même si les données sont pas pareilles, ben on se rend compte que oui, moi je les calcule, vous les calculez aussi, et puis il y a des différences, et puis on part avec quelque chose. Donc les données sont très importantes, je pense aussi, et donc un événement comme ça permet de les partager, de les mettre en importance. Et puis je pense aussi que euh, à la longue, ça fait une communauté qui s'active autour de ça. Et donc, à la longue, on peut se regrouper. On peut faire des actions plus communautaires, plus concertées. Donc, la force dans le groupe, par exemple. Et puis interpeller les paliers de gouvernement. Donc, si, comme, par exemple, au tout début de la conversation, vous avez mentionné que vous avez fait des activités avec la Maison des Jeunes, ben ça, des ateliers comme ça avec la Maison des Jeunes, si vous voulez un coup de main au niveau financier, rémunérer les animateurs qui y vont ou trouver des cartes cadeaux pour encourager les jeunes à se présenter, des choses comme ça. Interpellez-nous aux municipalités, on veut vous aider pour ça. Donc ça, c'est des bonnes suggestions. On va garder vos coordonnées, Nicolas. Regardez les vôtres aussi. Parfait. Est-ce que j'avais d'autres personnes qui voudraient faire des commentaires?
Ben moi, j'en ai un, justement, puis c'est un peu une question avec Nicolas ou n'importe qui, là. Mais c'est aussi la définition, c'est ça qui est intéressant, c'est la définition du féminicide. On sait que c'est parce qu'un homme l'a tué parce qu'elle était femme, mais je trouve que la définition est un peu large. Et là, on a aussi des fois la difficulté à savoir, ben, est-ce que c'est vraiment un féminicide, si ça ne l'est pas? Et c'est là, je n'ai pas pu trouver de façon judiciaire ou d'une façon juridique, que je devrais dire. Quelle est la vraie définition? Qu'est-ce qui fait que tel meurtre, parce que c'est un meurtre là, à la base, tel meurtre peut être considéré féminicide automatiquement? C'est cet automatisme-là que je n'ai pas nécessairement. Parce que est-ce que parce qu'une femme meurt est automatiquement féminicide? Je crois que non. C'est la manière, probablement, c'est qui le perpétue, qui va tuer. Mais c'est la définition, je suis pas tout à fait clair là-dessus. Je ne la connais pas beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez ou quelqu'un la connaît, là. Il y a Mariette qui a la main levée ou peut-être Nicolas, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Comment est-ce qu'on pourrait définir la notion de féminicide? Est-ce que c'est tout simplement une femme qui meurt aux mains d'un homme? Pas toujours, parce que la loi ne le définit pas de la même façon. Il y a les circonstances aggravantes et circonstances atténuantes. Fait que c'est assez, même les juristes ont de la difficulté. Alors, comment voulez-vous que nous, comme individus, on ait la réponse? C'est ça. C'est qu'il y a tellement de choses qui sont aux alentours des féminicides. Vous l'avez expliqué en début, elle l'a dit, c'est Jean-François, il y a 50 000 causes, 50 raisons. S'il tue sa femme, mais quand il tue les enfants aussi, c'est un meurtre. De quelque façon que ce soit, on le répartit pour quantifier le nombre de femmes, mais ce sont des meurtres. Pour moi, c'est un meurtre de n'importe quelle façon. C'est peut-être que les sanctions ne sont pas assez fortes ou bien suivies. Il manque peut-être de matériel et de personnel pour être capable de suivre tous ces gens qui ont des problématiques. Je peux peut-être ajouter quelque chose, OK? À la FEAS de Laval, on devait avoir une conférencière pour l'OTM, en fin de compte. Bon, il est arrivé toutes sortes de choses, on n'a pas pu l'avoir. Ça va être au début de mars qu'on va le faire sur les féminicides. Et il y a un organisme en ce moment qui travaille sur une table là, qui travaille sur ce sujet-là. Et ce que, là, j'ai pas pris le papier en avant de moi, puis moi, les noms, j'ai beaucoup de difficultés. Mais la conférencière, quand on lui a parlé, ce qu'elle nous a dit, c'est que, justement, dans les féminicides, il y a des choses il y a différentes catégories dans le fond. Il y a des choses différentes. Alors, il y a ceux en contexte conjugal. Il y a le contexte familial. Ça peut être aussi un féminicide. Et puis, il y en a qui sont, dans certains cas, c'est pas des féminicides. Et avec elle, ça fait partie des choses qu'on va essayer d'éclaircir parce que cet organisme-là travaille là-dessus. Ça fait que, ben, à suivre, là, on va publiciser ça au début de mars. Là, on vient d'avoir certaines réponses. C'est pas encore complètement réglé dans les cartons. Là. Et que ça arrive des fois quand on organise quelque chose, qu'on doit se retourner vite. Alors, c'est un peu ce qui nous est arrivé. Mais c'est un sujet ce qu'elle nous disait, c'est que c'est un sujet actuellement qui questionne beaucoup de groupes. Puis, eux autres, c'est ça, ils travaillent sur ce sujet-là. Puis, dans les prochains mois, il va y avoir, puis là, c'est ça, nous autres, on tenait à le faire. On avait décidé ce sujet-là au mois de juin. On s'est dit, ça se peut pas qu'on attende 1 an et demi avant de le faire, là, ça n'a aucun sens. On peut pas attendre le prochain OTM. Donc, on va le traiter au début de mars, puis on va le publiciser sur la page Facebook FEAS de Laval. Puis, ça va être, je pense bien que ça va être ouvert à toutes les clientèles qui veulent protéger les femmes. Oui, oui.
Et ça va être, là, ben c'est ça, comme je vous dis, les ficelles ne sont pas toutes attachées. On souhaite le faire en personne, mais en tout cas, là, on va voir comment on peut le réaliser. Début de mars, parfois, on a des surprises de température, même au mois d'avril. On a souvenir de verglas qui nous a fait inviter une soirée qui devait avoir 100 personnes. Ça fait C'est bon, merci Mariette. Jean-François, je vais te laisser faire un dernier commentaire. On est déjà presque à 11h30. Ah, ben, c'est juste pour dire que ben, je trouvais ça intéressant, justement. Merci, Mariette, justement, de pouvoir amener cette possibilité-là avec une spécialiste qui va pouvoir, peut-être, on pourra poser la question. Et moi, je dois vous dire que quand nous aussi, on était supposé rencontrer quelqu'un de la Citadelle, une maison pour femmes, malheureusement, ça n'a pas pu, malheureusement, on n'a pas pu le tenir. On va probablement le tenir fin janvier, début février, un café rencontre avec elle. On pourra poser des questions sur sa maison, puis c'est quoi les défis qu'ils ont à surmonter ces temps-ci. Mais là, je me suis tourné de bord, j'ai dit, il faut absolument faire de quoi. C'est l'opération Tendre la main. Alors, c'est là que j'ai dit, bon, on va parler de féminicide. Là, j'ai sorti les données, j'ai été chercher l'information. Mais moi, le but un peu de cette rencontre-là matin, mais je sais que c'est pas évident parce que là, on est dans un café rencontre, on n'est pas dans un cours universitaire, là. On est là pour discuter. Mais moi, en amont de tout ça, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que, ben, je suis un homme, là. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va toujours, ou pas toujours, mais régulièrement se tourner vers la violence pour pouvoir régler ses problèmes personnels et il va le faire subir aux autres, que ce soit même face à d'autres hommes ou principalement souvent à d'autres femmes. C'est ce bout-là de notre société, notre façon de construire, de socialiser les hommes, je trouve qui est un peu maladif, problématique. Et regarde, par exemple, les enfants à l'école, surtout les garçons, on va dire les garçons, il faut absolument qu'ils fassent du sport pour sortir cette force-là je sais pas, de violence ou de problématique. On dirait qu'ils ont besoin de sortir ça. Et je me dis, mais coudonc, comment ça se fait? Est-ce que c'est la socialisation? Est-ce que je pense pas que je suis né nécessairement violent dans mes gènes? Je pense pas que c'est nécessairement juste au niveau des gènes. Est-ce que c'est peut-être au niveau du cerveau, il y a des connexions? Je ne connais pas. Ça, c'est des questions très longues, mais est-ce que les hommes, on pourrait un peu faire un peu plus d'éducation, autant pour les filles aussi, mais pour que les hommes, qu'on puisse apprendre que la violence, là, c'est dans le fond, si tu es rendu là, c'est parce que tu n'as pas réglé d'autres problèmes, il y a d'autres causes à ça qu'il faudrait peut-être que tu règles. Et là, peut-être, quand on demande, on dit tout le temps en Afrique, ça prend plusieurs personnes pour élever un enfant, ça prend un village. Donc, ben, ce village-là, ça c'est nous autres. Comment qu'on pourrait le faire, nous, au niveau du village, régler un peu cette problématique-là? Je pense que Mariette avait la main levée, là. Oui, disons, dans les choses que j'ai lues dernièrement, il y a deux aspects. Un, c'est le fait que ces personnes-là veulent garder le contrôle. Quel que soit le moyen, ils veulent garder le contrôle. Et c'est avec l'esprit, puis là, on entend avec les masculinistes aussi, bon, ben, on veut protéger les femmes, mais c'est parce que protéger, ça ne veut pas dire contrôler, enfermer, empêcher d'enlever l'autonomie, mais l'aspect dans la violence, même si elle ne se rend pas au féminicide, c'est beaucoup l'aspect de contrôle. Et l'autre aspect aussi que j'ai vu, c'est l'aspect de un manque d'estime de soi, de confiance en soi, qui fait que tu vas utiliser la violence pour te montrer que tu es fort, montrer que tu es capable, montrer que c'est ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de... Quand on tombe dans la psychologie humaine, il y entre énormément d'aspects. Puis, il y a aussi qu'il y a des gens qui sont violents puis qui sont en poste important. On pense juste à certains politiciens. Sont d'une violence incroyable, mais ce sont devenus des modèles.
Alors, ça aussi, je pense que c'est un problème. En tout cas, disons que ça c'est des choses un peu plus de mes opinions personnelles, là, mais en tout cas, je pense qu'avec la responsable, la conférencière qu'on va avoir en mars, on va peut-être avoir certaines réponses, mais il y en a encore beaucoup qui travaillent là-dessus. J'ai beaucoup aimé les textes de Boucard Diouf. Je trouve qu'il y a une façon de présenter les choses que je ne suis pas sûre, mais je pense que même un violent va les trouver digestes, va être capable de peut-être les entendre. Mais j'aime beaucoup la façon de Boucard de présenter, de présenter les choses. Il faut dire que c'est un grand savant, là. Mais c'est ça. Parfait. Merci, Ariel. Nicolas? Oui, moi, je voudrais juste faire une dernière plug. Je vous partage dans le chat un outil français du centre Hubertine Auclair, qui est un centre français pour la prévention de la violence faite aux femmes. Ça s'appelle un violentomètre. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, le violentomètre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Je vois des noms. Ben, comme le nom le dit, un violentomètre, c'est un outil pour mesurer la violence. C'est le centre, donc Hubertine Auclair, qui a inventé ça. C'est une règle sur laquelle on voit une gradation de différents actes, différentes paroles. D'un côté, c'est dans le vert, donc il n'y a pas de souci. Quand notre partenaire nous appuie, nous aide, nous fait un cadeau, ben il n'y a pas de souci, c'est pas violent du tout. Et puis ensuite, on progresse vers le jaune. Ou dans le jaune, ben, il y a peut-être des petites pistes à voir, des petits, voyons, Indice. des indices, des avertissements, ouais, des indicateurs. Et finalement, on est dans le rouge où là, il y a des actes violents qui vont jusqu'au maximum, là, des menaces et puis des voies de fait, des choses comme ça. Donc, ça permet de représenter la violence, un concept une notion assez conceptuelle, mais la représenter dans la vie des gens et puis surtout de faire une graduation, de voir est-ce qu'on s'en va de plus en plus violent, est-ce qu'on va vers moins de violence, et puis de comparer aussi différents actes. C'est sûr que ça, c'est une perspective qui est unique. Une action violente peut avoir toutes sortes de formes, peut ne pas être représentée sur l'échelle, mais je voulais vous partager ça. Si jamais ça vous dit, peut-être pour l'année prochaine. Moi, en tout cas, de mon côté, je regarde cet outil-là et puis j'aimerais ça qu'on l'intègre, que ce soit connu ici à La Chute, sur nos territoires. Je pense même au Québec en général, c'est pas très connu. Donc, je vous partage comme ça en conclusion, en ouverture, un outil de plus pour que vous regardiez ça, que ça fasse du chemin de votre côté aussi. Parfait. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Alors, on atteint la limite de notre café rencontre. On a même dépassé un petit peu. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci, Jean-François, pour l'idée de ce café rencontre et la préparation de la présentation, parce que c'est vraiment ton travail. Merci à tous pour vos commentaires, Nicolas, Marie-Ève, tout le monde qui a participé aujourd'hui. Et on va conserver l'enregistrement de ce café rencontre pour le partager avec nos membres qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Alors, si jamais vous êtes intéressé à voir cet enregistrement-là, juste à nous le mentionner par courriel, puis on va pouvoir vous le partager. Ça sera éventuellement disponible sur notre page Facebook aussi. Là. On est en train de regarder à se créer une page YouTube là, pour pouvoir la déposer. Alors, j'ai aussi, Lynn, je pourrais rajouter la présentation. S'il y en a qui sont intéressés, ils pourraient aussi nous l'écrire à la FEAR sur La Chute et on pourrait leur envoyer aussi. Moi, j'aimerais, votre diaporama est excellent, j'aimerais ça le voir. Le mettre sur YouTube, par exemple, peut-être ne pas mettre les noms, pas que nos noms soient visibles. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il est arrivé quelque chose dernièrement qui... il y a des gens qui s'infiltrent et qui récupèrent ces noms-là. OK. C'est dommageable pour les participants. Parfait, merci du commentaire. Parfait, alors, ben, écoutez, allez continuer de profiter de votre petit peu d'avant-midi qui reste de ce beau dimanche et merci de votre participation et surtout de votre intérêt envers le sujet de la violence envers nous.